Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Jonathan. Et bonjour Jonathan. Tu es directeur du parcours client et de la stratégie cross-canal au sein de l'enseigne Cora. Et ça fait un moment que je voulais t'inviter, car Cora est une enseigne assez discrète et qui a l'air de plutôt s'être bien structurée sur les projets digitaux. Alors avant que tu nous parles un peu de ces différents sujets et qu'on les vulgarise, première question, qui est Jonathan Guillot ? Très bien, donc je suis Jonathan Guillot, j'ai 40 ans, j'ai suivi un parcours assez général. J'étais donc diplômé d'école de commerce il y a quelques années, début des années 2000, et j'ai rejoint juste après mes études le groupe Kingfisher, donc qui opère les enseignes Brico Dépôt et Castorama. Et donc c'est Brico Dépôt que j'ai rejoint. Voilà, j'ai eu plein de métiers différents. J'ai commencé en supply, ensuite j'étais à l'informatique, et puis j'ai passé quelques années à la direction de la stratégie, où j'ai commencé mes premiers projets en lien avec les magasins. Donc je m'occupais notamment des revitalisations magasins. Et là, il y a eu un vrai coup de foudre pour toute l'activité magasin, Okay. les différents métiers. Ensuite, des projets digitaux autour de la refonte des sites web. Et puis le drive, click and collect. Alors là, on parle de ça c'était en 2014. Ouais, c'est fou. Ouais, on a déployé en un an plus de 100 dépôts en click and collect. Ouais, c'était une activité un petit peu intense. Et puis au sein de la stratégie, donc travailler sur les modèles économiques en France, en Roumanie. Voilà, plein d'expériences hyper intéressantes. Et puis fort de ces expériences e-commerce, j'ai rejoint la nouvelle direction e-commerce qui s'est montée sur un poste de PMO pour monter une roadmap digitale. Et puis ensuite, j'ai rejoint le groupe Kingfisher pour une mission RSE, donc en partenariat avec une ONG. Et puis j'ai rejoint de nouveau Brico Dépôt pour m'occuper de la communication social média et de la relation client. Donc voilà, 14 belles années dans un secteur d'activité passionnant, qui est le bricolage et l'équipement de la maison, pour rejoindre un autre secteur d'activité ultra passionnant, celui de l'alimentaire, en rejoignant Louis Delhaize et le groupe Cora. J'ai une question qui va peut-être te surprendre. Le digital, c'est pas si nouveau, puis en plus, tu as 14 ans de bagages derrière toi. Les Amazon, les Google, les Facebook existent quand même depuis quelques années maintenant. On a l'impression, et tu me diras si je me trompe, que le digital est encore un sujet nouveau pour la grande distribution. Alors oui, il était un petit peu nouveau. Je pense que pour notamment la grande distribution alimentaire, ça n'a pas été les acteurs les pionniers Oui. En la matière digitale. De mémoire, la distribution spécialisée était un petit peu avant-gardiste sur ces sujets. Oui. Et ce qui s'est passé, notamment en lien avec l'actualité, c'est la crise sanitaire qui a accéléré les choses. Si je prends l'exemple de Cora, il y avait voilà cette volonté de monter une direction e-commerce. On se projetait bien sur de la croissance côté drive, côté livraison, mais voilà, la crise sanitaire a juste amplifié ce phénomène et on a accéléré l'ensemble de nos projets. Ce qu'on devait faire quelque part en 3-4 ans, Ouais. on a dû le faire en un an et demi, c'est-à-dire une nouvelle plateforme e-commerce, structurer tout un service avec des nouveaux métiers. Et tout ça s'est fait rapidement dans le contexte que l'on connaît. Donc ça n'a pas été simple. Si parfois on dit que commercialement la grande distribution a bénéficié de cette période, pour autant ça l'a contrarié au sens où il a fallu faire de nombreux nouveaux projets, de changer le mix entre les magasins et le e-commerce, et puis développer plein de nouveaux métiers, et puis il y a plein de nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis. Donc le secteur a été quand même fortement bouleversé. On sent que le marché, effectivement, c'est un peu déséquilibré. Une question peut-être sur Cora. Déjà, comment vont les magasins Cora aujourd'hui ? Les magasins se portent bien.
malgré un contexte qui est ultra complexe. Là, Mm. on va toucher du bois, on va dire, on essaie de sortir de cette crise Covid, et Ouais. pour autant, on a vécu 2 années intenses, passionnantes d'un point de vue projet, mais il a fallu monter un certain nombre de sujets autour de la préparation Drive, de se mettre en route sur la livraison, de structurer des équipes. Je pense à ça parce que je suis arrivé il y a 2 ans. Eh bien, je m'occupais juste de monter la roadmap digitale. Mm. Et puis, en quelques mois, j'ai dû staffer toute une équipe recrutée pendant les périodes de confinement. Donc, ça n'a pas été simple. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai une belle équipe à animer avec des projets extrêmement ambitieux et des défis, surtout beaucoup de défis. On a l'après-crise qui arrive, mais on entend parler de l'inflation, Ouais. de l'hyper-concurrence. C'est incroyable tous ces acteurs qui sont arrivés sur le secteur de l'alimentaire, aussi bien des quick commerçants que des startups, que la vente en direct, les Mm. producteurs locaux. Il y a un défi sur le bio, sur le Made in France, le local, les PME. Bref, il y a tout cet environnement. Et je trouve que c'est ça qui est aussi passionnant dans nos métiers. Ouais. C'est voilà, un contexte qui est difficile, une concurrence accrue, Mm. Ouais. mais en tout cas, on a une belle feuille de route, aussi bien en magasin que dans les services supports chez Cora. Quelle est justement cette roadmap chez Cora? Eh bien, dans le périmètre que je gère aujourd'hui, il y a déjà toute l'animation commerciale quotidienne de Cora.fr. Donc, il a fallu qu'on travaille sur tout un nouveau e-merchandising produit Ouais. qui fait aussi bien la part belle aux produits frais traditionnels aux produits plus communs PGC, Mm. et aussi tout le non alimentaire. C'est un peu la force que l'on a chez Cora, puisque le picking drive se fait en magasin et on propose l'intégralité de l'offre de l'hypermarché sur Cora.fr. Ouais. Et puis développer les canaux pour récupérer les courses. Ici, il y a 10 ans, on parlait essentiellement de Drive. Ouais. Ça reste quand même le canal principal e-commerce, mais ce qu'on a vu arriver depuis 2 ans, c'est l'avènement de la livraison à domicile, Ouais. avec une forte demande de la part des clients. Donc quelque part, ce que on doit permettre quand on travaille le parcours client, c'est offrir un maximum de choix pour les spécificités de nos clients. Donc en effet, il y a le drive, Ouais. pouvoir récupérer, sorti de son travail, les courses dans nos magasins. La livraison à domicile, j'assistais il n'y a pas si longtemps que ça aux assises du commerce, Oui. qui montraient à quel point il y avait une forte explosion des familles monoparentales. Et on sait que ces familles monoparentales n'ont pas forcément de temps à accorder aux courses, aux magasins, voire passer en drive. Et donc, ce sont des profils clients comme ça qui choisissent la livraison à domicile. Et lorsqu'on a goûté à la livraison à domicile, et notamment pendant ces phases de confinement, eh bien, il y a des clients qu'on a gardés, qui sont devenus des vrais clients livraison à domicile et qui ne connaissaient pas forcément Cora, les magasins, Ouais. et qui aujourd'hui utilisent la livraison à domicile. Il y a la livraison aussi collaborative avec des startups. Et puis on travaille avec la plupart des grands partenaires du type Uber Eats, Deliveroo, Ouais. et puis voilà, d'autres acteurs autour de la livraison pour proposer un choix. Ouais. Si j'habite un centre-ville, j'ai peut-être la chance d'avoir un Cora en ville, qui est un drive piéton, Ok. dans lequel je peux venir retirer mes courses. Et puis on a maillé aussi nos territoires locaux avec des partenaires commerçants, qu'on appelle des points de retrait commerçants, chez qui on peut venir récupérer aussi les courses à tout moment de la journée. Donc, finalement, le magasin n'est plus le seul point de contact, hein, le seul touch point, comme on dit aussi en anglais. Donc, tu as listé, il y a le drive piéton, le click and collect, la livraison à domicile. En tant que directeur du parcours client, comment faire pour coordonner l'ensemble de ces différents leviers, ces différents supports? Parce que j'imagine qu'ils n'agissent pas de manière indépendante. Non, 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 il faut déjà bien comprendre les spécificités des magasins, les forces des magasins. Ouais. En termes de communication sur notre site, il y a une part belle qui est faite aux produits frais traditionnels. Ouais. La possibilité pour nos clients de choisir des produits qui sont directement préparés par nos équipes métiers, par notre boucher, par notre poissonnier. On a au sein des PGC aussi des projets
avec l'innovation. Moi, je travaille avec beaucoup de partenaires industriels, notamment sur la Oui. partie monétisation, Ok. et j'essaie de coordonner des projets. Et récemment, on a lancé ce qu'on appelle le village des innovations. Je sais pas si tu en as entendu parler ou vu dans la presse. Si, j'ai reçu le communiqué de presse. Et c'est ça, c'est mettre tous les acteurs, que ce soit magasins, les responsables catégorie manager, notre régie, notre centrale d'achat, autour d'un projet commun qui était, et c'est l'exemple que je peux prendre sur le village des innovations, comment faire découvrir des startups, des produits de niche, qui seront peut-être des secteurs très en vogue dans les années à venir. Et Ouais. donc voilà, c'est partager une vision. Et puis après, c'est un travail presque assez classique de gestion de projet. C'est régi par des tâches, des plannings, des actions. Et puis voilà, tous ensemble, on arrive à faire des choses extraordinaires. En tout cas, un beau projet récent, celui du village des innovations à Flers, Villeneuve-d'Ascq. Ok. Petit aparté, on peut les citer, les entreprises, les startups justement avec qui vous travaillez? Oui, bien sûr. On était accompagné d'un incubateur Euralimentaire et puis Oui. un incubateur tech avec Euratech à Lille. Ok. Et en fait, on a une petite sélection de produits. Alors, on avait par exemple Bleu Blanc Drèche qui fait des biscuits apéritifs à base de drèche, qui sont finalement les résultats des déchets de la fabrication de la bière. Donc, c'est intéressant parce qu'avec ces entre guillemets déchets, c'est des céréales, Ouais. et ils en ont fait des gâteaux apéro extrêmement bons. Mm. Donc c'est super intéressant ce type d'innovation. On avait une entreprise qui s'appelle le Papa Outan, Oui. qui est une pâte à tartiner avec 3 ingrédients qu'on vient mélanger. Et ce que j'ai aimé dans l'approche de la startup, c'est qu'on n'achète pas seulement un produit, on sauve 2 mètres carrés à chaque fois qu'on achète un produit, Ouais. 2 mètres carrés d'une forêt en Afrique, pour pouvoir préserver les orangs-outans. Donc il y a toute une histoire aussi à coller à ces entreprises-là, des produits souvent bio, plutôt de qualité, avec tout un storytelling. Ouais. On avait Fava qui propose des protections hygiéniques bio-écologiques qui préservent la santé des femmes. On avait Tomorrow Tech qui est une start-up qui reconditionne des téléphones portables et qui propose un abonnement, et ça permet de bénéficier pour un moindre prix de téléphones tout à fait modernes. Et puis d'autres PME un petit peu plus connues qui sont pas encore déployées sur le territoire. Il y a Lavie qui fait des lardons végétaux, Oui. et puis Accro qui fait des steaks également végétaux qui ont un petit goût de viande très sympa. Donc oui, c'était un bel événement, bien relayé, et qui a permis aussi de donner une dynamique commerciale. Moi, je pense que à l'avenir, côté PGC, on aura toutes les innovations des industriels. Moi qui travaille avec la plupart d'entre eux sur la monétisation, je vois bien Ouais. à quel point à la fois le bio, le traiteur végétal sont des thématiques sur lesquelles il y a beaucoup d'innovation. Il y aura aussi les PME, avec la FEF, PME+. De la même manière, il faut soutenir, et on le fait fortement chez Cora, un soutien des PME locales. Mm. Et puis ces startups qui viennent sur des marchés de niche, qui viennent créer des besoins. Il y a des produits qui viennent de marchés canadiens ou américains, comme la kombucha, Mm. ou bien il y avait ça aussi au village des innovations, de la pâte à cookies crue. Ouais. C'est un vrai plaisir, parce que quand on fait la cuisine, on adore manger la pâte à cookies, mais c'est parfois un petit peu indigeste. Et là, il y avait une startup qui s'appelle Cooks qui propose une pâte à tartine, une pâte à cookies crue, Ouais. et c'est que du plaisir. Alors, on est en France, hein, on aime bien manger, on entend souvent le bien manger, le bio, le Nutri-Score A et B, mais il faut aussi savoir se faire plaisir avec des produits comme ça, ou bien les produits du terroir qu'on sait faire chez Cora avec la charcuterie, les viandes et le fromage. C'est ça aussi l'esprit qu'on véhicule chez Cora et qu'on aime bien en France, hein, la bonne nourriture. Ouais. C'est quoi l'enjeu au final? Parce que je dirais qu'auparavant, la grande distribution était assez réfractaire par rapport à des startups notamment. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on fait plus confiance justement à des jeunes entrepreneurs, hein, qui ont peut-être pris de l'avance par rapport aux distributeurs. C'est quoi l'enjeu derrière tout ça? Il y a déjà un enjeu de rattraper un certain retard qu'on pouvait Ouais. avoir. Là, je parle pour Cora, où oui, on travaillait très bien en local. Ça, c'est vrai qu'avec les producteurs locaux, c'est pas depuis 2 ans seulement qu'il y a des liens avec les producteurs locaux. Ça existe depuis de nombreuses années.
étant placé sur le quart nord-est de la France, Ouais. on a un ancrage local extrêmement fort. Et donc, on avait bien ces partenariats sur tout ce qui est produits frais industriels ou les PME sur ces produits-là. Par contre, sur les produits PGC, on a quand même vu un certain nombre d'acteurs arriver, aller sur des circuits de distribution plutôt spécialisés et avoir un petit peu de mal à rentrer en contact avec la grande surface alimentaire. Et quelque part, aussi bien eux avaient du mal à rentrer en contact avec nous, mais nous-mêmes, grands distributeurs, on avait du mal à les identifier en termes de maturité. Est-ce qu'ils sont dans des phases d'incubation, d'accélération, Ouais. ou bien de mise en marché? Voilà, on avait un petit peu de mal à les identifier. Et toute la démarche qu'on a opérée autour du village des innovations, c'est aussi de découvrir l'écosystème des incubateurs, de voir à quel moment ces entreprises peuvent venir sur le marché lorsqu'elles ont suffisamment de maturité pour pouvoir livrer un certain nombre de magasins. Et puis pour certaines, de donner leur chance. Parce que voilà, on adhère au concept, on adhère au projet, et on apprécie le discours qu'il y a derrière, et on se dit, ces produits ont peut-être une place chez Cora, avec notre largeur de gamme, et donnons la chance à ces produits, et faire découvrir des nouveaux besoins, des spécificités telles que le traiteur végétal ou des ketchup bio, voilà, tout un tas d'innovations. Puis c'est ça qui permet aussi de faire venir les gens au magasin. C'est une offre large et si possible, à chaque fois que je viens au magasin, eh bien, je découvre une nouvelle offre qui peut m'intéresser. Pour revenir un petit peu au sujet du cross-canal, est-ce qu'il y a des points de contact, tu les as listés déjà, mais est-ce qu'il y a des points de contact aujourd'hui plus importants que d'autres? Et quels sont les plus porteurs en ce moment au sein de l'enseigne Cora? Je dirais que, en termes de service, le plus porteur, c'est la livraison à domicile. Si on a une croissance vraiment forte sur les 2-3 dernières années en drive, ça s'est maintenant un petit peu inversé. La dynamique est vraiment autour de la livraison à domicile, Ouais. ce qui a été presque découvert pour un tas de nouveaux clients sur cette période de crise sanitaire. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment la LAD sur laquelle on investit énormément. Et c'est pas seulement le service en lui-même, c'est aussi la gestion en interne, puisque on a maintenant notre flotte de camions, on a nos livreurs propres Cora, on a des outils qui nous permettent de maximiser les trajets, Ouais. de diminuer les points de contact, et puis de faire des économies avec des parcours déjà imaginés en lien avec Waze et Google Maps. Ouais. Donc c'est, oui, je pense, l'enjeu et aussi l'enjeu à venir, c'est la livraison à domicile et la multiplicité des points de contact. C'est-à-dire entre les livraisons à domicile, les points de retrait, les corps en ville qui sont nos drives piétons, il y a tout un chemin de préparation magasin, puis de livraison qu'il faut optimiser jusqu'au dernier kilomètre. En termes de chiffres, ça représente combien la livraison à domicile sur le CA d'un hyper? Alors en e-commerce, il y a par environ un peu moins de 10% du chiffre d'affaires, mais on est sur des croissances assez importantes et on vise d'ici 4-5 ans autour de 20-25% du chiffre d'affaires en dehors des murs du magasin. Ah oui. Donc ça va couvrir l'ensemble des canaux que j'ai cités, mais on développe également des sujets autour de la livraison de gros électroménagers, le click and collect, l'extension de gamme aussi de produits, de proposer d'autres produits qui sont présents sur nos stocks magasins. Je pense à des extensions de gamme autour d'abris de jardin, de piscine, de sauna. Voilà, ces produits qui sont assez saisonniers et qu'on peut proposer à un instant T de manière intéressante, importante. On peut parler aussi de gamme autour du vin. Bon, on a plein de projets en fait d'extension de gamme et c'est ça qui doit nous permettre de générer de la croissance et d'étendre notre chiffre d'affaires qu'on appelle hors mur chez Cora. L'hypermarché reste important parce que ça représente toujours une grosse partie du CA. Comment vous faites justement pour développer l'usage auprès des clients? En tout cas, je parle surtout des leviers digitaux, la livraison à domicile, le drive. Comment vous faites pour développer l'usage? Eh bien, on travaille un e-merchandising avec une forte animation commerciale. C'est-à-dire que chaque semaine, on trouvera sur le site nos promos de la semaine. On a des regroupements de produits par univers, par instant de consommation. Ouais. Et puis, alors,
paradoxalement, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui fait du e-commerce depuis une dizaine d'années, j'ai toujours trouvé que le e-commerce était assez froid finalement comme média, C'est vrai. contrairement à un magasin où on peut éveiller les sens. C'est-à-dire que quand on se balade en magasin, j'y étais samedi chez Cora dans un magasin à Hermont, et il y avait la machine à crêpes, il y avait les torréfacteurs d'Anguin avec un petit corner où ça sent le café, ça sent le thé. Enfin, tous les sens sont éveillés quand on vient en magasin. Et moi, ce que j'ai toujours regretté en e-commerce, c'est justement ce manque de chaleur. Et un des premiers projets que j'ai mené avec mes équipes, c'était un projet sur les recettes de cuisine pour faire gagner du temps à nos clients Ouais. et aussi de les inspirer. C'est avec une startup qui s'appelle Miam, qui est dans le Nord, avec qui on a fait ça. Ouais. En fait, on vient dans le parcours client. Je suis dans ma catégorie des viandes, par exemple. Je cherche à faire mon repas pour ma famille. Ouais. Et je viens poser à la place de produits des idées de recettes. C'est par exemple le poulet à la basquaise et le bœuf Ah, bourguignon, ce qui ouais. permet à mon client, à mon prospect, de découvrir des recettes, d'être inspiré et de se dire, c'est pas seulement une liste de produits, c'est aussi de l'inspiration. C'est peut-être que voilà, je suis dans mon environnement traiteur végétal, et ben j'ai peut-être voilà des super menus auxquels j'avais pas forcément pensé, Ouais. en alliant des panés végétaux avec des légumineuses, avec voilà d'autres légumes frais auxquels j'ai pas forcément l'habitude de faire le mélange. Ouais. Et donc c'est toute cette idée d'inspiration pour rendre finalement l'expérience un petit peu plus chaleureuse. Et puis on va dire qu'avec la pandémie, les clients sont passés de j'avais le temps pour faire des recettes, pour bien cuisiner, à peut-être un petit ras-le-bol aussi de faire la cuisine. Et cette fois-ci, les gens ont envie d'aller vite. Mm. Donc ça sert aussi à ça, les cuisines en un clic. C'est de trouver aussi des idées, des inspirations, mais pour que j'aille faire vite mes courses. Donc rapidement, j'ai mes faritas et puis ma viande et puis mes Doritos. Mm. Et ben en un clic, j'ajoute tous ces produits. Ou bien je veux faire une soupe, j'ai tous mes ingrédients en un clic. Ça me permet d'être rapide. Ouais. Puis j'ai des clés d'entrée. Alors j'y travaille actuellement, mais je me dis, je suis télétravailleur, 3-4 jours par semaine. Ouais. À la fois, j'ai envie de manger bien, mais j'ai pas forcément le temps. Est-ce que j'ai pas toute une liste de repas faciles, Ouais. prêts en 15 minutes, mais variés, avec voilà, des produits de qualité, des produits frais, le tout en un minimum de temps. Donc c'est ça aussi à quoi ça sert, les sites, avec un petit peu d'inspiration et pas seulement un catalogue produit. Ouais, mais là, vous avez là un super territoire d'innovation, finalement, avec la data, avec tout ce qui se passe autour du digital. Il y a plein de choses, effectivement, à proposer aux clients. En quoi, finalement, le digital permet de se rapprocher de ses clients? Parce qu'on a l'impression que c'est un univers un petit peu austère. Comment on fait, justement, pour développer plus la proximité avec ses clients? Si je refais le lien avec les recettes, ce que je vais proposer, c'est aussi une expérience personnalisée. Oui. Le client qui voit les produits qu'il achète régulièrement, ça lui permet de gagner du temps et il se dit, c'est bon, je navigue régulièrement, l'entreprise a compris et elle sait me pousser voilà, les produits qui m'intéressent et elle sait aussi me faire découvrir de temps en temps des produits qui m'intéressent. Donc en ça, ça rend avec la data l'expérience plus personnalisée. Ouais. Et puis, y a un domaine sur lequel l'ancrage territorial local est extrêmement important, c'est notre communication sur les réseaux sociaux, puisque chaque magasin a cette latitude pour communiquer, pour animer sa communauté Oui. locale. Et donc, on est fort contributeur de contenu sur des réseaux comme Facebook, par exemple, Mm. où on vient expliquer les nouveautés qu'il y a, les promotions, bien évidemment. Mais voilà, lorsqu'il y a des nouveaux chariots qui sont livrés dans un magasin, ça intéresse Mm. finalement que les clients en local, lorsqu'il y a une nouvelle implantation d'une zone bio, d'un espace culture ou d'un nouveau service au sein de notre village des services, Mm. eh bien, régulièrement, on poste ces informations et on se doit, et on le fait, on répond à chacun des commentaires. Donc voilà, beaucoup de proximité. Et dû au fait qu'il y a cette particularité chez Cora, on a des hypermarchés qui sont implantés depuis de nombreuses années sur certains territoires. Je le disais précédemment, mais
On est depuis très longtemps sur des villes comme Nancy, comme Metz, comme Soissons, comme du côté de Lille. Et donc on est connu. Nos clients aiment venir pour les produits frais traditionnels, pour nos étals, pour notre savoir-faire, Ouais. mais aussi pour des périodes comme les gros volumes. Et souvent, parce que voilà, moi je suis assez récent chez Cora, ça fait un petit peu moins de 3 ans, mais tous mes prestataires qui m'ont parlé de Cora récemment m'ont toujours dit c'est vrai qu'on parle pas souvent de Cora, mais quand on en parle, c'est une entreprise attachante. Et puis, on a tous en tête les gros volumes. Ouais. Ça, c'est vraiment un événement qui a lieu 4 fois dans l'année. Et c'est un vrai savoir-faire. Les gros volumes, les économies. D'autres ont essayé et n'ont pas forcément réussi. Et voilà, on garde notre petit secret, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on sait bien faire chez Cora. Pour rebondir sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est un sujet que nous aussi, on suit de près aussi sur Je bosse en grande distribution. Je me demande d'ailleurs si Cora n'était pas la première enseigne à avoir lancé une page locale avec Cora Rennes en 2012-2013. Quelle est la place justement des réseaux? Bah, c'est fondamental pour 2 raisons. Il y a d'une part tout ce que je disais, cette proximité, Oui, donner de l'information, avoir de l'échange. Les réseaux sociaux que j'ai suivis aussi, enfin les fonctionnalités ont fortement évolué. On peut faire des sondages, oui, on peut partager, on peut poser des questions. Mais je pense qu'on doit presque cette transparence et comment se passe au quotidien nos changements. Il y a quelques années, lorsque je travaillais chez Brico Dépôt, on servait des réseaux sociaux pour raconter aussi des histoires. On accompagnait des entrepreneurs qui étaient des passionnés de leurs travaux, ouais. et donc ils partageaient leurs chantiers grâce à nos plateformes. On avait également posé la question autour de leurs ateliers de travail. Ok. Les clients qui sont passionnés aiment partager leur réalisation. Et donc ça sert à ça. Et l'autre enjeu que je vois, c'est les prospectus. On voit Ouais, d'articles passés sur pas l'arrêt des prospectus, mais il y en aura moins. ouais. On le sait, il y a l'ONU qui a tout un dispositif sur le moins de papier, sur tous ces dispositifs. Ouais. Et donc les réseaux sociaux nous permettront aussi de toucher nos clients via les smartphones, via la géolocalisation, via le display. Donc bien évidemment, ça fait partie intégrante de la stratégie. Ouais, c'est un canal au même titre finalement que le drive, que l'hypermarché finalement. Absolument. Récemment, je pense que l'as dû constater, il y a eu l'explosion du live shopping Oui, sur les plateformes. Nous, on a eu l'occasion d'en faire un. C'était autour de Noël sur un robot cuisine où on présentait tout un produit en live shopping. Il y a eu un fort succès. Et je pense que les réseaux sociaux finiront par proposer ce type, ouais, même si ça existe déjà, le live shopping en social media, ouais. et davantage de partenariats entre marques, distributeurs et plateformes de réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet en tout cas qui tient à cœur Cora. Absolument. Il y a toute une équipe. Alors, c'est pas au sein de ma direction, mais je travaille de manière très étroite avec cette équipe autour de la com digitale. Ouais. Et ça dépasse la fonction support. C'est aussi tous les magasins, des managers de communication qui ont à cœur de faire, de montrer ce qui se passe dans les magasins et de raconter toute cette histoire autour de nos produits, de nos métiers et aussi du recrutement, puisque il y a des enjeux de recrutement. On a une école des métiers qui forme des bouchers, qui forme des poissonniers, des charcutiers. Et c'est aussi par l'intermédiaire des réseaux sociaux, que ce soit professionnels ou on va dire un peu plus social, de véhiculer notre marque employeur Cora. Alors j'ai une question un peu plus générale, générique, par rapport à la concurrence d'Amazon, des nouveaux acteurs du quick commerce, par rapport à l'émergence de nouveaux outils, de nouveaux supports comme les réseaux, comme le métavers. À quoi ressemblera selon toi la conso alimentaire de demain? Alors c'est une vaste question Ouais, qui a plein de défis. On a plein de défis. Je veux dire sur la partie produit. Je pense que tout ce qui est traçabilité, origine, travail en local, les clients auront de plus en plus d'attentes ouais, sur ces sujets-là. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais sur l'innovation produit, pour que les hypermarchés proposent
de plus en plus de nouveaux produits, travailler sur la transition alimentaire et sur la partie service. De la même manière, il va falloir qu'on laisse le choix aux clients. Les clients, selon leur mode de consommation, leur instant de consommation, privilégieront tel ou tel canal. Oui. Et je pense qu'on est loin d'avoir encore tout imaginé, tout inventé, voire tout subi en tant que hypermarché. Il y a un modèle comme Instacart qui arrive en France par l'intermédiaire d'Everly. C'est le personal shopper pour nos auditeurs. Le fait qu'il y ait des gens qui fassent les courses à la place des clients, qui puissent aussi les livrer. Et ça va au-delà d'une simple livraison. C'est je suis personal shopper, je suis en face de différents produits. J'ai des melons, par exemple, et je vais proposer à mon client par webcam, est-ce que vous préférez celui-là plutôt que celui-là, ou cette entrecôte, celle-ci plutôt que celle-là. Donc c'est toute cette personnalisation en fonction des besoins clients. Je pense qu'il va encore évoluer. Et puis face à ça, un distributeur comme Cora, qui sait, proposera peut-être sa forme de personal shopping, de quick commerce, de proposer pour du dépannage, peut-être une livraison extrêmement rapide en 15 minutes de tout l'univers produit. On s'adossera toujours peut-être à des spécialistes chez qui on bénéficie d'un trafic web. Je pense à des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo. Mais voilà, on est loin d'avoir encore tout imaginé. Des plateformes, on est en 2022, mais il y a des plateformes comme Picnic qui se développent fortement, avec laquelle on a un partenariat sur l'achat. Donc on n'est pas au bout de nos surprises en termes de concurrence. On a toujours un marché qui n'est pas extensible, une concurrence accrue, beaucoup d'innovation. Donc je m'attends à un parcours client aussi passionnant dans les années à venir, et encore plus de projets. Donc ma foi, moi ça me passionne. Donc on a du pain sur la planche encore. C'est pour ça que dans le retail au sens large, on s'ennuie jamais. Ah non, il n'y a pas un jour où on s'ennuie dans ce secteur. C'est clair. J'ai une dernière question que je pose maintenant à tous mes invités. Quel invité souhaiterais-tu que j'invite pour un prochain épisode du podcast ? C'est une bonne question. Il y a un nom qui me vient. Cette personne s'appelle Georges Léoui. Georges Léoui est quelqu'un que je connais bien, qui est un spécialiste de la marque. Il a travaillé toute sa carrière il a été consultant en marketing, et puis il a une formation en lettres classiques de mémoire, ce qui fait que c'est un spécialiste de la mythologie grecque. Surprenant. Et il fait des liens et des parallèles extrêmement passionnants entre les marques, les stratégies des marques et la mythologie. Et il a écrit un tas de livres, il a même écrit des romans, des pièces de théâtre. C'est un personnage qui est passionnant, que je connais parce que je l'avais rencontré lors d'une formation. Et j'assiste, alors il les anime plus, mais pendant des années, il a animé un cercle des brand managers, auquel j'ai fait partie, et je fais toujours partie d'ailleurs, avec différentes enseignes. Et j'encourage tous les auditeurs, toi Jonathan, à découvrir, si tu ne le connais pas, Georges Léoui, spécialiste des marques, du marketing et de la mythologie. Et je pense que vous ne perdrez pas votre temps à découvrir mon ami Georges. C'est une super idée. En tout cas, merci beaucoup Jonathan pour cet échange, c'était vraiment passionnant. Merci à toi, Jonathan, et puis au plaisir de te réécouter sur les podcasts, et puis bonne continuation sur ces sujets, et continue de nous alimenter, parce qu'on a toujours des benchmarks très intéressants qui nous donnent des idées parfois. Et j'apprécie de temps en temps que Cora soit citée sur des linéaires, souvent des belles expos produits. C'est vrai qu'on vous regarde souvent. Bon, merci beaucoup Jonathan. Merci à toi, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux.
sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique s'abonner. À bientôt!